Bonjour les aventuriers. Dans la précédente vidéo, nous avions parlé un petit peu des arthropodes et de leur histoire. Cette fois-ci, nous allons resserrer l'objectif et nous concentrer sur les insectes et leurs prouesses autant que leurs actions indispensables. Nous allons rétablir quelques vérités les concernant, pointer certains services qu'ils nous rendent et, peut-être, avec un peu de chance, contribuer à laver leur honneur souvent bafoué sans raison. Enfin, sans autre raison que le fait qu'ils soient terrifiants, répugnants et pas mignons du tout. Si les araignées avaient des têtes de panda et des patounes de chat, croyez-moi, tout le monde adorerait les araignées. En plus, elles mangent les moustiques. Bon, je reconnais que se réveiller au milieu de la nuit avec une araignée qui court le long de votre joue n'est pas très agréable. Mais se réveiller au milieu de la nuit avec un panda qui court le long de votre joue ne l'est pas beaucoup plus. Générique. J'entends souvent des questions du genre « Mais à quoi ça sert cette bestiole ? Pourquoi elle existe ?» J'aime pas trop la tournure de ces questions parce qu'elles font partie, selon moi, d'une erreur très commune lorsqu'on parle de théorie d'évolution ou d'écosystème. Sous-entendre, plus ou moins consciemment, que tout ceci serait organisé, réfléchi, qu'il y ait une forme de volonté derrière. Or, rien ne nous indique que ce soit le cas. Notre cerveau est câblé comme ça, c'est tout naturel. Nous cherchons une volonté derrière les événements. Notre cerveau déteste le hasard ou l'inconséquent. Sans doute parce que, lorsque nous avions encore des prédateurs, si on voyait un buisson bouger, il valait mieux penser que c'était à cause d'une grosse bête aux dents acérées, plutôt qu'à cause d'un déplacement de molécules gazeuses plus ou moins aléatoires appelé vent. Si on se trompait dans un sens, on se faisait juste une grosse frayeur. Si on se trompait dans l'autre, on se faisait grignoter tout cru et on perdait nos chances d'avoir de futurs descendants et de transmettre nos gènes braves et insouciants. Il valait même mieux se tromper 100 fois en prenant le vent pour un tigre qu'une seule fois en prenant un tigre pour du vent. Autant vous dire que la sélection naturelle s'est faite en faveur des paranos, qui ont survécu assez longtemps pour transmettre leurs gènes parano à leurs enfants. Bref, une espèce animale ou végétale n'est pas conçue pour avoir une fonction. Pas dans le sens où un four à micro-ondes sert à réchauffer les plats et a été conçue avec la volonté de réchauffer des plats. Elle a évolué selon un seul et unique critère, sa capacité à se reproduire. Parfois, lors de la reproduction, un individu va muter, de manière parfaitement aléatoire, donnant un enfant légèrement différent de ses parents. Parfois, de manière parfaitement aléatoire toujours, cette mutation donne un avantage reproductif à cet individu, qui va faire plus d'enfants, et cette mutation va se répandre parmi l'espèce. Et, toujours de manière aléatoire, assez souvent cette mutation s'avérera être un désavantage, voire un handicap, et elle disparaîtra progressivement ou restera très rare. Pendant ce temps, les autres espèces, animales et végétales à côté, font la même chose et s'adaptent à un environnement changeant. Tant qu'on leur laisse le temps. Mais ce sera le sujet du prochain épisode. Prenons un exemple. Dans la forêt équatoriale de Guyane. Petit aparté, cette forêt a un sol extrêmement fin, posé sur un socle rocheux. Pourtant, sur ce sol très fin se développe une forêt tropicale riche de vie. 18 000 espèces rien que pour les insectes. Des plantes foisonnantes et toute la chaîne alimentaire qui s'ensuit. Comment c'est possible ? Comment les végétaux n'ont pas rapidement épuisé ce sol ? Eh bien, c'est grâce aux insectes qui, rien qu'en existant, en vivant, vont réduire les débris végétaux en copeaux, accélérant le compostage, ou les manger et en faire des engrais en dédigérant, creusant, aérant, dispersant. Cette armée de millions, de milliards d'individus créent et entretiennent un sol riche et fertile, toujours renouvelé. Je disais donc, dans la forêt tropicale de Guyane existe une plante répondant au doux nom d'Irtella physophora, qui possède des poches à la base des feuilles qui servent de logement à une espèce de fourmi répondant au doux nom d'Alomerus decimarticulatus. Nos petites bâtisseuses à 6 pattes installent les pièces de leur fourmilière dans ces poches et creusent les galeries dans les tiges qu'elles étayent avec des poils de la plante et un champignon.
la plante elle-même devient la fourmilière. La façon classique et assez facile de le décrire, c'est de dire que les plantes fournissent logement aux fourmis et que ces dernières, en contrepartie, protègent la plante contre des insectes qui seraient plus nocifs. Et ça n'est pas faux, mais ça fait naître une idée qui, elle, est fausse, que cette démarche serait volontaire et réfléchie de la part de la plante ou des fourmis. Ce qui a dû arriver est plus prosaïque. En gros, une plante un jour a eu un bébé mutant qui avait des poches sous les feuilles. Alors, il était mal barré pour gagner le concours de Miss Plante Verte, mais ces petites poches disgracieuses se sont retrouvées squattées par une reine fourmi en quête d'un nouvel emplacement pour sa fourmilière. Les fourmis sont des espèces territoriales, et elles ont fait ce qu'elles font très bien. Elles ont viré tout ce qui s'approchait de chez elles. Ouais, elles les ont virées définitivement. Les fourmis font rarement dans la diplomatie. Du coup, cette plante, avec ses fourmis gardes du corps, s'est bien développée et a fait plein de bébés avec des petites poches qui se sont retrouvés squattés à leur tour. Puis un jour, un bébé plante est né avec des poils, et cette différence qui n'aurait rien dû changer et disparaître au bout de quelques générations, s'est retrouvée utilisée par les fourmis pour étayer leur galerie, rendant ces fourmilières et ces plantes encore plus compétitives dans la bataille de la vie. Aujourd'hui, toutes les Myrcella physophora ont des poches et des poils. Et, pendant les milliers, voire les millions d'années que ça a pris, les fourmis ont fait pareil. Un jour, une reine un peu bizarre a eu le réflexe de ramener des champignons super utiles pour étayer les galeries. Et cette fourmilière s'est retrouvée en super forme, créant plus de nouvelles reines qui, à leur tour, utilisèrent ce champignon. Champignon qui, à son tour, a dû évoluer pour être facilement utilisable par les fourmis, car en étant cultivé par ces petites bêtes, il s'est développé comme jamais. Arriver aujourd'hui en Guyane et dire « cette plante sert de fourmilière et les fourmis la débarrassent de ses parasites en échange » est une simplification qui mène à beaucoup de fausses idées sur la conscience de Mère Nature. En l'occurrence, cette évolution, comme toutes les évolutions, se fait par petits pas, d'essais, d'erreurs, d'adaptation sur adaptation, avec toujours comme origine le hasard. Continuons sur notre exemple. Les fourmis évoluent et un jour, une reine plus vorace ou plus végétarienne que les autres pond des ouvrières qui mangent plus les bourgeons de la plante, empêchant la majorité des fleurs d'apparaître. Du coup, la plante qui a plus d'énergie pour sa croissance pousse plus vite, et les fourmis se retrouvent favorisées parce que leur fourmilière grandit plus vite que celle des voisins. Ce qui est bon pour les fourmis n'est pas bon pour la plante. Un autre jour, un bébé plante mutant arrive, et lui, lorsqu'il grandit trop vite, il fait des poches plus petites sous ses feuilles, les rendant inutilisables, empêchant les fourmilières trop voraces de se développer correctement. C'est moins bon pour les fourmis, mais meilleur pour la plante. Pour Myrcella physophora comme pour le reste de la nature, ce que nous observons aujourd'hui paraît être un équilibre magnifique, parfait, comme créé par un orfèvre qui aurait tout prévu. Alors qu'en vérité, c'est plutôt un déséquilibre en constante évolution, s'adaptant, mutation après mutation, au changement de son environnement. Ce qui nous empêche de le voir, c'est notre espérance de vie beaucoup trop courte. Ce que nous voyons de la vie sur Terre en 80 ans d'une existence, ce n'est pas une vidéo, c'est une photo, un instantané figé dans le temps. Et ce que nous avons vu en plusieurs milliers d'années de civilisation n'est pas beaucoup plus animé. Un autre exemple, la coccinelle asiatique. Introduite en France pour lutter contre les pucerons dans les serres, elle s'est fait la malle. Évidemment, la vie trouve toujours un chemin. Et elle concurrence les coccinelles à 7 points endémiques de nos régions. Hélas, comme souvent dans ces changements brusques, nos coccinelles ne sont pas adaptées aux nouvelles venues, et un déséquilibre se crée. Les coccinelles asiatiques prennent le pas sur les coccinelles à 7 points, et l'un des facteurs de cette supériorité, c'est que les nouvelles venues peuvent se nourrir des larves de nos coccinelles, mais que l'inverse est impossible. Si une coccinelle à 7 points mange une larve d'une coccinelle asiatique, elle a de grandes chances de mourir empoisonnée, car elle n'a pas les défenses immunitaires nécessaires pour résister à certains parasites présents dans l'hémolymphe des intruses. Vous serez d'accord, je pense, pour dire que la phrase « les coccinelles asiatiques ont des parasites en eux pour ne pas être mangées par des coccinelles à 7 points » est trompeuse. Les coccinelles asiatiques ont des micro-organismes en elles parce que ces micro-organismes vivent en Asie.
Et elles y survivent parce qu'elles s'y sont adaptées. Nos coccinelles à nous n'y ont jamais été confrontées et n'ont jamais eu l'occasion de s'y adapter. Il est même possible que ces parasites soient un désavantage chez elles, à cause des ressources qu'ils consomment, autant qu'ils sont un avantage ici. Une évolution n'est pas bonne ou mauvaise en soi, elle l'est par rapport à l'environnement. Et cette coccinelle invasive, si elle est néfaste pour nos écosystèmes, pourrait s'avérer dans l'avenir un bienfait médical. Ses défenses immunitaires qui lui permettent de résister à ces infections sont d'une efficacité redoutable et les scientifiques sont déjà au travail pour essayer d'apprendre à s'en servir. Tiens, et en parlant de pucerons, vous savez que ces charmantes bestioles se reproduisent par clonage puisqu'on l'a dit dans la précédente vidéo, et seulement en fin d'automne de manière sexuée. Pourquoi les animaux ne se reproduisent pas tous par parthénogénèse ? En termes évolutifs, le mâle, c'est de l'énergie et des ressources gaspillées. Il ne fabrique pas d'enfants. Prenons une espèce au hasard, nous. S'il n'y avait que des femelles et qu'elles pouvaient se reproduire toutes seules, 100% des individus pourraient produire une descendance. Alors que là, ce n'est que 50% des individus qui vont produire une descendance dans notre système sexué. Alors pourquoi la reproduction sexuée est-elle si majoritaire chez les espèces complexes ? Pourquoi les pucerons se fatiguent-ils à pondre des mâles une fois par an ? Tout simplement parce que ce mélange donne l'occasion au génome d'évoluer, voire de muter, pour éventuellement s'adapter. Une espèce qui ne se reproduit que par parthénogénèse mute très lentement et est particulièrement sensible aux variations de l'environnement. L'autre solution étant de se reproduire de manière exponentielle comme les organismes unicellulaires. Toutes ces bestioles, et c'est vrai du reste du vivant sur cette planète, et peut-être même sur d'autres, ne se sont pas vues donner un grand but dans la vie, un destin, une raison d'être, par une mère nature personnifiée ou un grand barbu dans les nuages. Mais comme tout évolue de concert, la plupart de ce qui vit est utile à d'autres. À l'échelle de la vie, au cours des millions d'années, on ne peut pas bouger un doigt de pied, une patte velue ou une chélicère acérée sans que d'autres espèces en profitent. Prenons le scarabée nécrophore. Parfois seul, et parfois en couple. Attendez la suite avant de trouver ça mignon. Le scarabée nécrophore, donc, seul ou en couple, est capable de récupérer le cadavre d'un rongeur 50 à 100 fois plus lourd que lui, de l'enterrer complètement, de le recouvrir d'une salive qui empêche la putréfaction, puis d'y injecter une salive différente pour le digérer de l'intérieur. Ouais, il se fait un smoothie de cadavre. Je vous avais prévenu que ça resterait pas mignon longtemps. Pour enfin pondre ses œufs à l'intérieur. Toujours seuls ou en couple, les nécrophores vont ensuite élever les larves et même adapter leur nombre à la taille de la charogne. Si c'est une taupe, il y a de la marge, ils referont une tournée d'œufs. Si c'est un petit mulot, ils dévoreront une partie de leurs larves. Alors, le scarabée nécrophore, utile ? Pas utile ? Ça dépend du point de vue. Pour les mouches qui auraient pu pondre dans le cadavre subtilisé, ça n'est pas une bonne chose. Pour les vers de terre qui mangeront la terre riche de trucs dégueulasses laissés par les nécrophores et leurs larves, c'est une bonne nouvelle. Pour les oiseaux qui auraient mangé les mouches, c'est une mauvaise chose. Pour les plantes qui profiteront d'une terre bien aérée par les vers, c'est une bonne chose. Etc. Etc. La nature n'est pas manichéenne, elle n'est pas morale. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises choses. Il y a un équilibre entre toutes choses. Et cet équilibre est tellement complexe qu'il est parfois difficile d'imaginer les conséquences de certaines actions. L'Australie maintenant, ce doux pays peuplé de trucs qui veulent vous bouffer ou pondre sous votre peau, a été colonisé au XIXe siècle. Les colons sont arrivés avec leurs gros sabots et du bétail, veaux, vaches, cochons, vous connaissez la chanson. Et ce bétail a commencé à fabriquer un sous-produit inévitable à leur existence, des bouses, des tonnes et des tonnes de bouses. Dans un cadre écologique équilibré, il y a des bestioles qui s'occupent des dites bouses, principalement des scarabées bousiers, comme leur nom l'indique. Oui, quand je dis qu'ils s'en occupent, on parle bien de les bouffer, au moins en partie. Sauf que, malgré les apparences, ces bestioles sont difficiles. Elles ne mangent pas n'importe quel caca. Elles font la fine bouche. Et les coléoptères déjà présents en Australie dédaignaient les bouses de vache. Que les mouches n'ont pas dédaigné, elles. Et voilà l'Australie transformée en paradis des mouches et en enfer pour tous les autres.
C'est pourquoi, dans les années 70, les Australiens ont commencé à importer et à élever des scarabées bousiers bien de chez nous, pour les mettre sur leurs bouses de vache. Les scarabées boivent et mangent les parties humides de ces bouses, laissant les matières organiques sèches fertiliser le sol, et les populations de mouches et de bouses s'équilibrent. Bref, les insectes sont des créatures extraordinaires, présents et indispensables à tous les écosystèmes. Je ne résiste pas à la tentation de vous rajouter 2-3 petits exemples. Il existe un coléoptère, le bombardier, capable de générer dans son ventre de l'acide à près de 100 degrés. Le machin se défend en tirant de l'acide vaporisé avec son petit popotin. Si c'est pas grave badass. Certaines fourmis savent le faire aussi, quand elles ne sont pas en train d'inspirer nos ingénieurs informaticiens pour la gestion des transferts de données sur les réseaux. Les frelons sont capables d'adapter leur nid à leur environnement. S'il est trop exposé, ils fabriqueront une coiffe qui viendra le protéger, alors qu'ils ne s'encombreront pas de cette peine si le nid est bien abrité. Certaines araignées peuvent extruder jusqu'à 8 toiles différentes en fonction de leurs besoins. Et en passant, les dessins de Spider-Man ne sont pas réalistes. Sans déconner. Parce que sa toile est bien trop épaisse. Si c'était de la vraie toile d'araignée, il n'aurait pas besoin d'un fil de plus d'1 ou 2 millimètres de diamètre pour supporter sans problème son poids. Les termitières sont naturellement climatisées, et certains bâtiments comme le centre des affaires de Nottingham s'en inspirent directement. Le scarabée de Namibie a une cuticule dont la forme rassemble l'humidité de l'air pour la faire couler jusqu'à sa bouche. La cicindelle est capable de courir à 9 km/h. À notre échelle, ça fait un sprint à pas loin de 700 bornes à l'heure. La fourmi tisserande se sert de ses larves qui sécrètent de la soie comme d'une machine à coudre, etc., etc. Les insectes sont formidables, extraordinaires, et contrairement à la croyance commune, peuvent même être mignons comme des pandas à patounes de chat. Alors apprenons à les respecter, à les accepter. Tondez moins souvent, oubliez les insecticides, raccompagnez les araignées dehors, voire gardez-en 1 ou 2 dans la chambre à coucher pour manger les moustiques démoniaques. Tout ça, à notre échelle, c'est aussi efficace que de faire pipi sous la douche, mais c'est toujours mieux que rien. Parce que ces animaux fantastiques et indispensables à l'équilibre de nos écosystèmes disparaissent. Et disparaissent très vite. Mais ce sera le sujet de la prochaine vidéo. En attendant, penchez-vous dans l'herbe, regardez dans la terre, voyez ce qui s'y passe, car c'est fascinant et que la curiosité est la plus belle des qualités.